Il s'est ouvert une rencontre de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et ses pairs de 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre de 2 jours a pour but de renouveler les instances des responsables des jeunes et des femmes au niveau sous-régional. Le ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a fait le bilan des concours de l'année 2021. C'est un bilan positif qui a donné place à des perspectives claires afin de performer. Merci de nous choisir pour vous informer. Au cours de cette édition, nous allons recevoir pour vous Maître Paul-Arnaud Bertin-Zéhouri. Il est le président de l'ODAP-CI. Nous parlerons avec lui du 6e sommet Union européenne-Union africaine. Mais avant, nous allons ouvrir la page actualité avec le développement des villes africaines. Ce vendredi 18 février s'est ouvert à Abidjan une rencontre de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et ses pairs de 15 pays d'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre a pour but de renouveler les instances dirigeantes des jeunes et des femmes au niveau sous-régional. Elle va aussi désigner les représentants à la réunion de cités gouvernements locaux unis d'Afrique, Africité 9, qui aura lieu à Kizuma au Kenya du 17 au 21 mai 2022. Les explications de Pierre Tebe et Tima Traoré. En vous disant à quoi va, dans cette terre d'accueil qu'est la Côte d'Ivoire, je déclare ouvert les travaux du caucus régional d'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. C'est par ces mots que le parrain de la cérémonie a ouvert le caucus régional de l'Afrique de l'Ouest de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Le caucus est un système anglais de désignation de délégués à une réunion qui aura lieu dans le futur. Le président de l'UVICOSI, hôte de la cérémonie, et le secrétaire général de CGLU nous font l'historique de ce caucus et nous donnent ses objectifs. Nous sommes en route pour organiser le sommet Africité. Le sommet Africité, c'est la plus grande rencontre des collectivités territoriales sur le continent. Et le tout premier sommet Africité s'est tenu ici à Abidjan en 1998. Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Abidjan, en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et pays de la fraternité, recevoir nos frères et sœurs de la sous-région venus prendre part à ce caucus qui nous permettra, comme je le rappelais, d'être ensemble au niveau de la vision que nous traçons pour le développement local, parce que nous nous sommes rendus compte que face à tous les grands défis que nous avons dans le développement de nos territoires, nous avons besoin d'être inventifs, de faire preuve d'innovation et surtout de maintenir des solutions pertinentes pour le développement de nos territoires. Nous remercions donc CGLU Afrique d'avoir choisi la Côte d'Ivoire pour cette grande rencontre d'échanges, d'expériences, d'expertise, pour que nous ayons des plaidoyers pertinents pour le développement local en Afrique, parce que finalement, c'est dans nos territoires que vivent les populations. Donc même si nous avons une réflexion globale, holistique, nous devons avoir une action locale pertinente pour le développement et le bien-être de nos populations. Malgré les problèmes divergents des villes ouest-africaines, leurs délégués comptent parler d'une seule voix, celle du développement et de l'harmonie. Oui, mais on peut s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que les préoccupations communes soient déjà prises en compte. Maintenant, les spécificités individuelles l'organisation peut aider à les régler au cas par cas, mais aujourd'hui, ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous différencie. Et donc, moi, je suis porteur du message qu'il faut que l'ensemble des collectivités africaines parlent de la même voix, même si les préoccupations ne sont pas toujours les mêmes, mais il y a un socle qui doit nous réunir. Durant ce caucus, on procédera à l'élection des bureaux du réseau de femmes élues locales, REFALA, et celui des jeunes élus locaux, Young Elected Local Official, en abrégé YELO. Un atelier bilan s'est tenu le jeudi 17 février 2022 au sein de l'ENA, École nationale d'administration 6 aux 2 plateaux Cocody.
Organisé par le ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, cet atelier visait à faire le bilan exhaustif des concours organisés par le ministère en 2021, mais surtout s'inscrit dans une perspective de leur amélioration. Philippe Zabo et Doumbia Ayouba ont suivi pour vous. Parce que pourvoyeur de l'intelligentsia ivoirienne par l'organisation des concours en Côte d'Ivoire, la fonction publique ne peut rester en marge de leur conception, leur planification et leurs exécutions. D'où l'importance de cet atelier bilan pour passer au crible l'organisation pratique des concours administratifs 2021 et améliorer les prochaines sessions. Écoutez, si vous voulez aller loin, il faut naturellement prendre le temps de vous arrêter, de faire votre mea culpa, d'identifier les faiblesses, les difficultés rencontrées. Et c'est justement autour de ces difficultés rencontrées, de ces points de faiblesse que nous allons discuter tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'à l'issue de ce bilan, nous soyons capables de proposer des éléments nouveaux, pertinents, n'est-ce pas, ambitieux également, qui favoriseront, comme je l'ai dit toujours, ce climat de confiance entre nos populations et l'administration. Quant au bilan lui-même, il est positif. Le bilan il est satisfaisant. Tous les concours qui ont été programmés ont été effectivement organisés. Et les choses se sont bien déroulées parce que dans l'ensemble, on n'a pas eu d'incident. Je pense que vous êtes de la presse, vous avez suivi, il n'y a pas eu de scandale comme on dit, il n'y a pas eu de problème majeur. Évidemment, aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y a eu quelques petites difficultés, mais que nous avons très rapidement réglées sur le terrain et qui ont permis d'organiser les concours. Et tous les acteurs sont à féliciter. Tous les acteurs ont joué leur partition, parce que vraiment tous les acteurs, y compris les candidats. La ministre de la Fonction publique, qui a pris part à cet atelier, depuis son ouverture jusqu'à la restitution des travaux, a donné son satisfecit aux conclusions. Mais elle en réserve la primeur au Premier ministre, puis au peuple ivoirien. Vous qui êtes venus vous enquérir des résultats de cette journée, eh bien, je voulais vous dire que les Ivoiriens sauront bientôt que notre processus de réforme de ces concours administratifs continue et il continuera pour 2020. L'organisation pratique des concours en Côte d'Ivoire est chapeautée par un collège de superviseurs comprenant entre autres des préfets de région et des gendarmes. Il a organisé 603 concours en 2021 pour 22 766 places. Il s'est tenu le 18 février une rencontre sur la restitution des projets GGGI, projet portant sur l'autonomisation des acteurs étatiques locaux et les communautés vulnérables pour l'action climatique et la résilience. Cette rencontre a vu la participation de plus de 80 personnes issues des rangs de la société civile et des institutions étatiques. Les détails avec Mireille Abalé et Richard Akeke. Ils étaient 80 membres d'institutions publiques, membres de la société civile ivoirienne, qui se sont réunis au cours d'un atelier pour la restitution du projet GGGI pour la croissance verte en Côte d'Ivoire. Projet portant sur l'autonomisation des acteurs non étatiques locaux et les communautés vulnérables pour l'action climatique et la résilience. Il avait pour objectif de renforcer les capacités des acteurs dans la lutte contre le changement climatique et sa gestion. Je suis ravie que la société civile ait pris ce rendez-vous pour justement se réunir et prendre le pouls des acquis de cette année de réalisation, cette année de formation, cette année de mobilisation autour de la question climatique et des implications que cette question peut avoir au niveau donc des acteurs de la société civile dans la prise de position et de discussion au sein des négociations climatiques. Le représentant du ministère du Développement durable, Gustave Abois, directeur du développement durable au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, s'est dit ravi des avancées du projet GGGI pour la croissance verte en Côte d'Ivoire. Nous voulons remercier la représentante résidente de GGGI en Côte d'Ivoire pour avoir accepté d'accompagner, pour avoir accepté de renforcer les capacités de nos organisations de la société civile en matière de lutte contre le changement climatique, surtout d'accès aux fonds verts. Pour Kadidia Toussoro, représentante des OSI, des organisations de la société civile ivoirienne,
Cette formation a permis d'améliorer leurs acquis en matière de gestion sur les changements climatiques. Ce projet a vraiment renforcé nos capacités en ce qui concerne le financement pour le Fonds vert climat. Le projet nous a également édifié sur les aptitudes à avoir pour pouvoir accéder au fonds d'adaptation climatique. Global Green Growth Institute, en abrégé GGGI pour la croissance verte en Côte d'Ivoire, est présent sur le territoire depuis avril 2016. Le GGGI a pour mission d'accompagner les pays membres dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national CDN au titre de l'accord de Paris, ainsi que leurs obligations au titre des ODD du programme de développement à l'horizon 2030. La Côte d'Ivoire est devenue membre du GGGI depuis le 25 août 2020 lors d'une cérémonie officielle au siège à Séoul. Parlons à présent dans ce journal de renforcement de capacités et de certification. L'entreprise de formation, de conseil et d'audit dénommée Formatur Corporated, présente au Canada depuis des années, a posé ses valises à Abidjan, capitale économique ivoirienne. L'annonce a été faite par le président du cabinet Gérard Kofi lors des journées portes ouvertes organisées à Abidjan. Cette entreprise de formation est venue répondre à un besoin de certification des entreprises et des personnes physiques. On en sait davantage avec Zénab Dosso. Nous étions loin, mais nous sommes désormais sur le continent, nous sommes en Côte d'Ivoire. Venez nous voir, venez nous visiter, exprimez vos besoins et nous ferons l'effort d'y répondre. En Côte d'Ivoire, les entreprises ont besoin de certification pour démontrer qu'elles sont des entreprises qui travaillent de manière sûre et efficace. Le cabinet Formatur Corporated se veut garant pour répondre à ce besoin des entreprises. Ce jeudi, le responsable Gérard Kofi a présenté le nouveau bureau du cabinet à Abidjan lors des journées portes ouvertes. L'objectif est de se rapprocher davantage de ses potentiels clients, très souvent des Africains. Formatur Côte d'Ivoire permettra de former les entreprises et de les accompagner. On a des offres de formation d'abord sur tout ce qui est normes internationales, donc ce qui est la gamme de normes internationales ISO et aussi des normes métiers en informatique, des normes métiers en informatique, Prince 2 et autres. Et puis on a des produits spécifiques pour les cadres dirigeants. Donc les cadres dirigeants, des gens qui sont à des postes de gestion, mais qui veulent avoir des outils pour pouvoir mieux gérer les équipes. Naturellement, c'est les administrateurs, les directeurs généraux, les cadres supérieurs, les cadres seniors, des choses de ce genre. Ça, c'est pour nos coûts exécutifs. Mais les autres coûts, c'est le secteur spécifique. Secteur spécifique, ça peut être la santé, l'informatique, ça peut être dans le négoce. Nous faisons aussi de la formation par rapport à Formatur. Et vous savez, les jeunes, ils viennent avec je vais dire, leurs compétences et tout. Mais souvent, il leur faut certaines connaissances. Donc, nous faisons fort de pouvoir leur dispenser ces connaissances-là avant qu'ils soient en entreprise. Ici, avec Gérard Kofi, Formatur propose franchement des formations de qualité internationale. Formatur Corporated est une entreprise de formation, conseil et d'audit présente depuis des années au Canada. Avant son installation officielle à Abidjan, l'entreprise a fait ses preuves depuis 2021 auprès des grands groupes sur le marché. Les responsables entendent à long terme s'implanter dans toute la sous-région ouest africaine, mais pour l'heure, les autres pays sont desservis depuis la Côte d'Ivoire. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, a présenté son rapport de monitoring sur les violations des droits de l'homme lors des élections présidentielles d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire. L'objectif affiché par cette institution est de contribuer à la réduction de l'impunité sur les violations des droits de l'homme commises en période électorale. Walter Kofi et Doumbia Ayouba nous font le point. 95, 2000, 2010 et 2020. Voici 27 ans que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire s'accompagnent d'un lot de violence qui démontre de plus en plus d'atrocités. Une observation que l'OIDH, Observatoire ivoirien des droits de l'homme, entend comprendre à travers son projet de monitoring des violations des droits de l'homme lors des présidentielles d'octobre 2020. Après avoir sillonné 14 localités dans 9 régions du pays, l'organisation présente son rapport dans lequel il apparaît que la question du foncier rural et d'identité nationale participe à mettre le feu aux poudres lors des élections.
Pour la structure, une élection est un test de maturité pour un pays et ces crises répétées sont annonciateurs que malaise subsiste. Nous avons voulu revenir sur ces faits, non pas pour entrer dans une querelle de chiffres avec on a tel mort ici, on a tel mort là, non. Ce n'était pas ça le plus important. Le plus important pour nous, donc, ce n'était pas d'apporter une contradiction à qui que ce soit, mais c'était d'attirer les attentions sur le fait que, premièrement, il y a une certaine banalisation de la violence, banalisation du crime. Et par banalisation, nous entendons le fait que, de 1995 à présent, donc 27 ans après, les violences qui sont commises évoluent crescendo. Deuxièmement, nous avons constaté des problèmes communautaires qui existent entre communautés, indépendamment des élections. Donc finalement, les élections ne deviennent qu'un prétexte pour des communautés qui se regardent déjà en chaîne de faïence. Alors pour nous, c'est une démarche citoyenne et à titre préventif pour que tous ensemble, ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Et donc notre rapport ne vise pas à indexer qui que ce soit. C'est une contribution citoyenne pour que nous sachions que la violence électorale est encore là et à nos portes. Les communautés que nous avons rencontrées vivent dans le désarroi le plus total. La méfiance est le maître mot. Chacun est assis en attendant la prochaine échéance, n'est-ce pas, pour, disent-ils eux-mêmes, rendre le coup ou bien mieux se préparer pour un match retour. Est-ce que vous entendez ça? L'OIDH se veut clair sur tout ce qui pourrait laisser croire à une prise de position politique. Cette action relève d'une démarche citoyenne avec pour objectif celui de contribuer à mettre fin aux violences électorales. Pour cela, la structure a émis des recommandations qu'elle entend présenter aux autorités compétentes. Voilà. Pour nous, à titre de recommandation, il faut mettre cette question sur la table. Donc, le dialogue politique, là, il doit descendre dans les communautés. Il faut un dialogue social, il faut une vraie politique de réconciliation. Faire en sorte qu'on puisse se parler. Voilà, parce que le problème, ce n'est pas les élections, le problème, c'est un certain malaise social. Donc nous lançons des appels aux acteurs politiques de ne pas instrumentaliser les populations. Promoteur de la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, l'OIDH se veut très actif en matière de cohésion sociale. L'organisation continue de multiplier les actions de sensibilisation et de formation en faveur des diverses tranches de la population pour un processus électoral apaisé. Je vous l'annonçais en début de cette édition et il est en plateau avec moi, Maître Paul-Arnaud Bertin-Zéhouri. Vous êtes notaire, enseignant-chercheur des universités. Vous êtes également considéré comme flambeau du développement de l'eau d'Ivoire. Pour nos téléspectateurs, c'est une région de la Côte d'Ivoire située dans le sud-ouest à 200 km d'Abidjan. Vous êtes aussi le président de l'ODAP-CEI, Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment se porte l'ODAP-CEI? Merci M. Nascimento de m'accueillir sur votre plateau. L'ODAP-CEI se porte très bien au moment où je vous parle. Une association qui est née en 2016 en Côte d'Ivoire et qui a commencé ses activités dans la région du Lodjibois, a montré ses capacités à rassembler, à réunir, ses capacités à travailler à la cohésion régionale, au développement de la région, à lutter contre la pauvreté et l'ignorance qui gangrènent la plupart de nos régions de Côte d'Ivoire, et spécialement celle du Lodjibois. L'ODAP-CEI aujourd'hui, en tant qu'exemple, est en train de s'installer en dehors du Lodjibois, dans des régions comme le Guémon, comme la Mé, comme le Sud-Komoé, comme le Béquet. Et c'est tout heureux que je suis autorisé à parler de l'ODAP-CEI. C'est l'occasion de dire merci à tous mes collaborateurs et à tous ceux, sponsors et amis de l'étranger comme de la Côte d'Ivoire qui nous suivent et qui nous aident. Nous allons revenir à ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, après avoir pris de vos nouvelles et pris des nouvelles de l'ODAP-CEI. Je vous invite donc à suivre cette capsule de nos confrères d'Africa News et nous reviendrons pour le décryptage. Monsieur le haut représentant, chers collègues, renouveler le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Voici le défi de ce sommet. Le moment est venu pour les deux continents de tenir un discours de vérité, de franchise et de transparence en assumant chacun ses responsabilités.
Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les valeurs de l'Europe du XXIe siècle. Nous proposons de bâtir ensemble un partenariat centré sur les relations humaines, un espace de paix et de prospérité pour nos populations, un espace géostratégique et euro-africain qui pèse de tout son poids sur la scène internationale. Un partenariat mutuellement bénéfique et respectueux de chacun. Le sommet sera l'occasion d'échanger à la fois des narratifs et des méthodes. Nous devons les saisir. Merci. De retour sur ce plateau, en compagnie de Maître Paulano Bertin Zéhouri, nous allons faire le décryptage. Le sommet Union européenne-Union africaine s'est tenu à Bruxelles et s'est d'ailleurs terminé ce vendredi. Quel est votre regard sur les grandes résolutions prises par les dirigeants européens et africains? Les dirigeants européens et africains sont réunis à Bruxelles. Ça aurait pu être à Paris. Ils ont décidé de le faire à Bruxelles. C'est tout un symbole déjà. Et ce sommet conclut au développement de partenariats et non plus d'aide, comme cela avait l'habitude d'être signifié. Partenariat suppose qu'il y aura désormais entre les nations européennes et les nations africaines une relation égale, une relation, comme on dit, gagnant-gagnant, une relation qui tienne compte des potentialités de part et d'autre. C'est donc très heureux que cela ait pu avoir lieu. Mais c'est davantage une bonne nouvelle pour la France elle-même, parce qu'il était quand même curieux qu'un seul pays se donne comme étant donc le parterre, le père de plusieurs nations que constitue l'Afrique. Donc que l'Europe récupère ce partenariat, c'est vrai que ce n'est pas le premier sommet qui a lieu, mais celui-là, il est quand même déterminant de la suite des événements, et cela, c'est de bon augure. Le Mali était également au cœur des discussions. Comment voyez-vous l'avenir du Mali dans ce contexte de redéfinition du cadre de partenariat entre l'Europe et l'Afrique? Écoutez, disons que le cas malien sera, qu'on le veuille ou non, un petit peu le moteur de ce nouveau sommet qui vient d'avoir lieu, puisque le cas malien a eu lieu aux encablures de ce sommet. N'oublions pas qu'il y a eu un autre cas en Guinée, qu'il y a eu un autre au Burkina Faso, et qu'il y a eu un autre, il a failli en avoir au Niger, qu'il y en a eu préalablement au Tchad. Mais disons que le cas malien sera symptomatique des résolutions qui sont en train d'être prises. Alors, qu'est-ce que cela va apporter au Mali et au cas malien? Oui, que des bonnes choses, parce que finalement, au lieu de concentrer une certaine méfiance, une certaine défiance entre la France et le Mali, cela va un tout petit peu intégrer, si vous voulez, tout ça dans un grand ensemble qui est l'Union européenne, de telle sorte que les autres pays de l'Europe vont aider la France, vont conseiller la France aussi, vont lui permettre d'être beaucoup plus juste, d'être beaucoup plus équilibré dans ses approches avec les questions maliennes. Donc le Mali a beaucoup à gagner dans ce qui vient de se décider à Bruxelles, et c'est heureux parce que les autorités maliennes iront désormais négocier, discuter, pas seulement avec la France, mais dans un grand ensemble qui va leur permettre d'avoir bonne figure. Ça va leur permettre d'avoir bonne figure. Maître Bertin Zéhouri, merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Merci à Business 24 et à tous ses dirigeants. À très bientôt. Et voilà qui vient mettre fin à cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa. Continuez de nous suivre et de réagir sur nos plateformes digitales Facebook, YouTube, Instagram. À bientôt.